Deuxième partie, chronologique, 1814-1852, une société bloquée, point d'interrogation. Et on va d'abord voir la France des notables, une plutocratie foncière. Je rappelle que plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. Le terme de notable englobe aristocrates et bourgeois en une élite dont l'unité procède de facteurs politiques et idéologiques autant qu'économiques et sociaux. La société des notables se situerait à mi-chemin entre une société d'ordre et une société de classe dans laquelle le prestige est plus lié à la fonction qu'à l'origine. La France des notables substitue la propriété à la naissance comme critère de valeur sociale. La tourmente révolutionnaire a ébranlé la noblesse, mais celle-ci domine toujours le groupe des propriétaires terriens après 1815. La noblesse d'Empire s'étant surimposée à celle d'Ancien Régime. La vieille noblesse s'est retirée vers le faubourg Saint-Germain ou sur ses terres. Elle a le sentiment d'avoir perdu le pouvoir politique et économique. Sous la Restauration, elle a cru pouvoir reprendre le pouvoir politique. Majoritaire dans les assemblées, elle parvient à reconstituer ses domaines. Mais le développement de l'industrie et du crédit la contraint à ne jouer qu'un rôle secondaire, voire d'apparat. Elle occupe encore un rôle important dans l'armée, la diplomatie et la préfectorale. Tous les nobles ne sont pas pour autant des notables. Sous la monarchie de Juillet, ils sont pour moitié écartés du vote, car trop pauvres. La noblesse d'Empire et la haute bourgeoisie symbolisent leur ascension en s'installant faubourg Saint-Honoré et faubourg de la Chaussée d'Antin. Ce sont des membres de la haute finance et des grands commis de l'État. Ils s'investissent aussi dans la direction d'entreprises industrielles et dans la magistrature. Une minorité de nobles adopte les valeurs bourgeoises. Un grand nombre réagit par l'homogamie et le retrait dans des cercles fermés, se comportant comme une caste. En ville, les modes de vie bourgeois et aristocrates se rapprochent, mais l'entre-soi, l'endogamie, domine. On a défini le XIXe siècle comme le siècle de la bourgeoisie. Être bourgeois au XIXe siècle suppose de posséder un patrimoine assurant un certain train de vie, parfois très relatif. Les bourgeois représentent 15% de la population urbaine. Ce sont les banquiers, négociants, boutiquiers, savants, et rentiers qui constituent un monde mal défini dont les contours touchent aussi bien l'aristocratie que le monde ouvrier. Entre eux, les différences de fortune et de prestige sont considérables. L'identité bourgeoise ne se construit que très progressivement. Définie par son capital matériel, intellectuel et social, elle se distingue aussi par des valeurs communes, le travail, l'épargne, la foi dans le progrès, le souci des apparences. La bourgeoisie accorde une place importante à la sphère privée qui permet de transmettre un capital culturel. L'éducation est un des instruments de sa cohésion sociale. Pendant cette période, c'est aussi l'émergence de la question sociale. Dans les premières décennies du XIXe siècle, la misère des travailleurs de la terre, que ce soit les paysans sans terre ou les propriétaires d'un maigre lopin, accroît la dépendance de cette catégorie à l'écart des propriétaires. Cette petite paysannerie connaît une grande diversité d'activités dans le cadre de la proto-industrie ou des migrations temporaires vers la ville. Jusqu'en 1847, des révoltes frumentaires éclatent en période de difficultés économiques. Mais cette misère rurale inquiète moins que la pauvreté urbaine. Avec l'afflux de migrants temporaires ou définitifs, les villes industrielles concentrent la pauvreté dans les vieux quartiers centraux ou dans les marges de la ville, les faubourgs. Les enquêtes, comme celle du docteur Villermé, font prendre conscience aux élites de l'émergence de la pauvreté urbaine. L'élite se convainc rapidement que les conditions de vie affreuses des pauvres sont dangereuses pour l'ensemble de la société, assimilant les classes laborieuses aux classes dangereuses. Misère et délinquance sont vues comme indissociables. L'idéologie libérale dominante fait reposer la responsabilité des problèmes sociaux non sur la société, ni sur l'État, mais sur les individus qui la composent. La réponse législative est donc très limitée, et pour l'élite, l'atténuation de la misère passe par les réseaux de charité. Les socialistes se révoltent contre les injustices et la misère issues de la société libérale qui ne sanctionne pas la paresse, mais qui vient des dysfonctionnements de la société capitaliste. Puis, des propositions de réorganisation sociale se multiplient, avec Louis Blanc qui demande l'intervention de l'État, Joseph Proudhon qui rejette la propriété privée, Étienne Cabet et Charles Fourier qui croient aux vertus de l'association. Et pour terminer, donc la crise sociale du milieu du siècle.
La domination des notables repose sur l'exclusion de la majorité de la population, paysans, ouvriers, domestiques, employés et même petits bourgeois. Très vite, les nouveaux diplômés se heurtent au réseau des clientèles, mais leur nombre augmente. L'opposition demande donc à ce que l'on intègre dans le corps électoral ses capacités, diplômés et représentants de ces nouvelles professions. Ce que Guizot refuse, nous l'avons vu dans la première partie. À la contestation des nouvelles élites s'ajoute le mécontentement croissant des ouvriers. Les maîtres artisans et les petits commerçants, qui ne cessent de croître, on estime qu'ils sont 1,4 million en 1847, sont à l'origine des révoltes qui secouent Paris et d'autres villes comme Lyon en 1830, 1831, 1832, 1839 et 1848. Peu à peu s'affirme une identité de classe chez une partie des ouvriers du fait de leur exclusion politique, mais aussi de la surveillance dont ils font l'objet. Les mauvaises récoltes de 1846 et 1847 provoquent la dernière crise de subsistance connue en France. La crise est imputée au régime et à ses soutiens, accusés de ne pas avoir combattu la spéculation sur le blé ou de ne pas avoir su protéger l'industrie. Le soutien des paysans à la République vient des carences des notables, mais aussi de l'espoir de changement.